Dans cet épisode vivifiant de Mythbusters, 3 mythes venus du grand froid, c'est-à-dire de l'Alaska, passent sur le grill. C'est parfait pour une aventure en Alaska. Adam et Jamie prouvent que ce n'est pas un pays pour l'homme frileux. Je n'ai pas de pantalon. Ils se penchent sur la fièvre noire. Je n'ai jamais aussi mal dormi de toute ma vie. Tori, Grant et Carrie tentent de savoir si, lorsqu'on heurte un orignal en voiture, on peut amortir l'impact en accélérant. Enfin, si un chien rapporte un bâton de dynamite, risque-t-il de faire exploser la jolie voiture de son maître, un chasseur ivre? Bye bye! Qui sont les Mythbusters? Vous aviez conscience du monstre planqué au sous-sol? Adam Savage Je suis le ninja du feu. et Jamie Heineman. C'est magnifique! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Belleci, J'ai été un vilain pirate. Grant Imahara et Carrie Byron. C'est parti. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Ça, c'est un iceberg. Il fait vraiment froid ici, mais c'est super beau. C'est un lieu peuplé de légendes bien à lui. On va consacrer tout un épisode au mythe de l'Alaska. Les guides décrivent l'Alaska comme une terre intense. Dans ces grands espaces, les Mythbusters vont pouvoir s'en donner à cœur joie pour tester quelques mythes explosifs. Tout d'abord, un chien d'arrêt peut-il faire exploser une voiture à cause de son zèle? Dans ce mythe, comme dans tous ceux que nous préférons, il y a des mecs bourrés et des explosifs. On prend un groupe d'amis bien éméchés, dont l'un vient d'acheter un 4x4 flambant neuf. Ils décident d'aller à la chasse aux canards avec leur chien. Sauf qu'ils tombent sur un lac gelé et que les canards ne risquent pas de se poser dessus. Pour faire un gros trou dans le lac, un type propose d'utiliser un bâton de dynamite avec une mèche de 20 secondes. Il l'allume et le jette aussi loin que possible. Je devine la suite. À ce moment-là, le chien suit son instinct, court vers le bâton de dynamite, l'attrape et le rapporte vers son maître sous le 4x4. Le chien, la dynamite et le 4x4 explosent. La bagnole coule au fond du lac, alors que son propriétaire n'avait même pas fini de la payer. Cette légende, pas très urbaine, fait reculer de beaucoup les limites de la stupidité humaine. Difficile de ne pas se placer du côté du chien. Mais n'est-ce pas un peu trop ridicule pour être vrai? Alors que Adam et Jamie se mettent en quête d'un lac gelé, notons que cette histoire coïncide quasiment avec l'invention de la dynamite. Il y a plus de 100 ans, Henry Lawson, un écrivain australien, a écrit une nouvelle humoristique racontant quasiment la même histoire. Ça s'appelle Le chien chargé. Mais évidemment, c'est totalement inventé. Cela dit, a priori, on ignore si c'est possible ou pas, donc on va tenter de le savoir. La première chose qu'il nous faut, évidemment, c'est un lac gelé. Notre équipe nous en a trouvé un ici, en Alaska. Le champ de neige derrière moi, c'est en fait Fisher Pond, un lac artificiel. Il n'y a donc pas de poissons qui pourraient souffrir à cause de nos expériences. Et l'eau est couverte d'une bonne couche de glace bien solide. La glace couvrant l'étendue d'eau est trop épaisse pour être percée à la pioche, ce qui est un premier bon point. Mais peut-elle supporter le poids d'un 4x4 de 2 tonnes? C'est parti. Orson Smith et sa perceuse à glace devraient nous apporter rapidement la réponse à cette question. Si vous aimez le comique burlesque, vous allez apprécier le moment où ça perce. Impressionnant. La carotte de glace se casse quand on l'extrait. T'as vu ça? Quand on l'assemble à nouveau, on voit qu'elle fait 1 mètre d'épaisseur. Elle a des cristaux verticaux qui la rendent plus résistante que la moyenne. On peut rouler dessus sans risque avec notre 4x4 alors. Oui, sans problème. Ça peut supporter un poids supérieur à celui d'un 4x4. C'est un mythe qui comporte beaucoup d'éléments à tester. Première question, à quelle distance projette-t-on un bâton de dynamite? Un bâton ordinaire de dynamite mesure 20 cm de long et pèse 220 grammes. Je pense que je peux le lancer à M5, c'est-à-dire 30 mètres. C'est notre unité de mesure à Adam et à moi. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de vraie dynamite. C'est hors de question de lancer de la vraie dynamite. Ne faites pas ça chez vous.
Donne-toi à fond, Jamie. Voilà. Vas-y. Le lancer de Jamie atterrit après la ligne des 30 mètres. Maintenant, c'est à Adam de mesurer la force de son bras. Je pense que j'ai fait pareil. 2 bons lancers bien puissants à une distance moyenne de... 38 mètres. Maintenant, on peut faire venir le chien. Voici Rudy, un jeune labrador noir. Il déborde d'énergie et en tant que chien d'arrêt, il fait un parfait cobaye pour essayer de faire l'aller-retour jusqu'au point donné avant que l'étincelle arrive au bout de la mèche de 20 secondes. Dans ce mythe, un labrador va chercher ce bâton de dynamite. Rudy est donc tout désigné pour le faire. Il ne tient plus en place, vous avez vu? Il meurt d'envie d'aller chercher ce bâton de dynamite. Il ne sait surtout pas dans quoi il s'est laissé embarquer. L'orignal et la voiture. 2 ennemis jurés. On est en Alaska, dans la neige. Qu'est-ce qu'on teste? On a un mythe plutôt sanglant qui concerne bien davantage les habitants de l'Alaska que ceux de Californie. C'est quoi? C'est à propos de ce qui arrive si on percute un orignal en voiture. Voici ce qui se passe quand un orignal et une voiture se rencontrent. Hélas, c'est assez fréquent en Alaska. Le mieux, c'est de freiner ou d'éviter l'animal. Pour ce mythe, on postule que la collision est inévitable. Même quand on roule à faible vitesse, on a toujours un objet lourd et de grande taille qui passe à travers le pare-brise. Cependant, il paraîtrait qu'en accélérant au lieu de freiner, on fait passer la pauvre bête par-dessus la voiture et qu'on sauve sa propre vie. Évidemment, on ne va pas tuer un orignal pour de vrai, hein? Non, on va fabriquer un mannequin. Il faut également trouver des voitures esquintables et un endroit tranquille pour procéder au test. Mais ça attendra demain. Pour l'instant, il faut fabriquer un orignal qui peut résister à ce choc. Vous avez déjà vu un vrai orignal? Non. Je crois pas. On devrait essayer d'en trouver un. Comme ça, on fera le nôtre de façon aussi réaliste que possible. Ces Californiens n'ont jamais vu un orignal sauvage. Allez, hop, une visite à l'Alaskan Wildlife Conservation Center. Ici, les orignaux sont habitués aux hommes. Tu me fais mal. Enfin, les hommes normaux. Les orignaux sauvages sont agressifs, mais ceux en captivité sont beaucoup plus affectueux. Ils nous laissent nous approcher d'eux pour prendre des mesures, puisqu'on ne va pas percuter l'un d'eux avec notre voiture. Du coup, on va faire un mannequin. Courageux, mais pas téméraires, Tori et ses camarades y vont à plusieurs pour mesurer les bêtes. J'ai 2,70 m du museau à la queue. C'est ça, on a 1,80 m jusqu'à la bosse, 2,70 m du museau à la queue, et les pattes? 1,20 m. Il est arrivé à la taille, voyons. 1,20 m de pattes, c'est bien. Il reste encore à choisir la texture du mannequin. L'orignal factice doit-il être servi saignant ou à point? Si on le fabrique en gel balistique et qu'on le percute avec une voiture, il va être pulvérisé. Il faudrait qu'on les touche pour savoir comment ils sont faits. Ça, c'est pas du gel balistique. C'est dur ou c'est mou? C'est bien ferme. Il n'a quasiment pas de graisse. On a l'impression de toucher du caoutchouc. Du caoutchouc très dense. C'est vrai? Ouais. Oui. Ils vont donc devoir fabriquer un mannequin en caoutchouc très dense, mais impossible à réaliser ici, à Anchorage. On n'a pas la moindre idée de la façon dont on va pouvoir caser tout ce poids sur des petites pattes aussi fines. Ça va nous demander de la réflexion et des efforts, sans compter qu'on a besoin des outils de l'atelier à San Francisco. Peut-on devenir dingo en restant trop longtemps dans un chalet? Je t'écoute. Les hivers sont très rudes en Alaska, comme tu le sais.
Les journées sont courtes, les nuits interminables. Il paraît que certaines personnes coincées à l'intérieur à cause de la neige souffrent de la fièvre noire, ou cabin fever en anglais. Il pète un câble? Exactement. On va voir ce qu'il en est réellement. Toi, t'es déjà un peu ma boule. Comment on verra la différence? Figure-toi qu'il y a tout un tas de symptômes de la fièvre noire. Il suffit de se placer dans les conditions adéquates et de voir si on présente les symptômes en question. Carrie est restée en arrière pour juger de la santé mentale de ses deux zigotos. J'ai trouvé l'endroit idéal pour tester la fièvre noire sur Jamie et Adam. Le chalet de Hatcher's Pass en Alaska. C'est loin de tout. Dans quelques minutes, Adam et Jamie vont entrer dans leur cellule personnelle et peut-être bien sombrer dans la folie. C'est minuscule, c'est paumé, et tout ce qu'on voit par la fenêtre, c'est du blanc. Chacun va s'occuper dans son coin, dans deux chalets adjacents. Il se met à neiger pour finir de créer l'ambiance. C'est parfait pour une aventure en Alaska. Salut, Carrie! Salut! Ça va? On n'y voit rien. Salut! Il va faire nuit et il y a une tempête de neige. Prêt à voir la fièvre noire? Je suis prêt. T'es prêt? C'est parti. Je vais vous montrer vos chambres. Les chambres sont correctes, mais elles sont vraiment dépouillées. Adam et Jamie le sont également, au sens propre. Carrie les fouille et leur confisque tout ce qui pourrait les distraire ou les divertir. Pas d'autres objets frauduleux? Pas d'appareil électronique? Je confisque aussi ta montre. Pas d'objet électronique. Rien à lire. Tiens, ma montre. Nos deux taulards pensent que ce sera une balade de santé, mais ils ont des doutes l'un à propos de l'autre. Je ne sais pas si Adam va bien le supporter. Je me le demande. Si ça se trouve, il peut péter un câble sans raison apparente. Je n'en ai aucune idée. Même son de cloche dans le bloc numéro 1. Je pense que Jamie va dessiner sur les murs avec son propre sang d'ici 46 heures. Au moins, ça ajoutera de la couleur au lieu. Trêve de plaisanterie. Ayons une pensée pour Carrie, la pauvre à la lourde tâche d'assister à la déchéance de ces deux-là. Voici mon système de surveillance Big Sister. J'ai 4 caméras, une à l'avant et à l'arrière de chaque chalet. Je peux basculer entre les caméras en appuyant sur un bouton et les suivre de près. À part ouvrir l'œil, Carrie fait passer des tests cognitifs et des tests de stress pour collecter des statistiques précises. Précisons que de son côté, notre espionne volontaire a du mouron à se faire. Je vais devenir dingue avant eux. Vous avez remarqué que je suis dans la même situation qu'eux, sauf qu'en plus je suis forcée de les regarder s'ennuyer à mourir? Au moins, Jamie a un plan simple pour rester sain d'esprit. Je vais faire du sport toute la journée jusqu'à épuisement. Puis j'irai me coucher. Notre intrépide moustachu attaque avec panache. Mais il pourrait bien être interrompu dans son élan par les journées courtes et les longues nuits. Qui va craquer en premier? Adam? Jamie? Carrie? Faites de beaux rêves, vous trois. Bonne nuit. Carrie, Tori et Grant testent le mythe selon lequel on peut éviter une mort certaine en cas de rencontre avec un orignal si on appuie sur le champignon. À San Francisco, Carrie cherche de l'inspiration. Elle est tombée sur une thèse improbable rédigée par un Suédois. Comment construire un orignal géant en caoutchouc? Trop cool. Avec sa permission, les Mythbusters modifient le système de moule en caoutchouc. Cool! Là, ce sont les jets d'eau pour couper. Tori se charge de découper le caoutchouc. On a notre orignal. Je sais qu'il ne ressemble pas tellement à un vrai, mais ça viendra. Ici, j'ai des feuilles de caoutchouc d'1 centimètre. On a le plan de l'orignal dans l'ordi, en tranches. Quand on les empilera, on obtiendra un orignal en caoutchouc. L'eau à haute pression jaillit à 3450 bars, ce qui est suffisant pour couper à travers 12 cm d'acier, comme dans du beurre. Voilà ce qu'on obtient, un disque de caoutchouc. Quand on en aura 150 comme ça, on aura notre orignal. Il faudra les assembler dans le bon ordre et les fixer entre eux. Et on aura un objet de la taille, du poids et de la densité d'un orignal. Le mannequin d'orignal a besoin de plus que d'une masse.
Carrie ajoute donc les os et les tendons. Voici le câble qu'on va utiliser pour maintenir l'orignal en place. On en aura 2 comme ça sur toute la longueur. Quand la voiture heurtera l'orignal, il restera flexible, comme un vrai. Elle entoure le câble d'un tuyau en caoutchouc. Grant a fait la même chose avec les pattes. On veut que les pattes de notre animal soient flexibles, mais aussi réutilisables après une collision. L'articulation de la hanche sera en acier et sera reliée au câble de la patte de l'animal. Quand il sera percuté, il voltigera, puis on le réutilisera. Pendant ce temps, Tori s'occupe des morceaux de caoutchouc. Il les fixe ensemble avec de la silicone et la future victime de la route prend forme. On dirait un orignal. Ouais, presque. On l'appelle Lucy? La petite Lucie? Ouais. J'adore. Bravo Tori, c'est une fille. Mais est-elle assez résistante pour ce qu'elle va subir? Notre orignal est prêt. Il pèse environ 280 kilos, ce qui est une bonne moyenne pour un orignal susceptible d'être percuté par une voiture. Maintenant qu'il est prêt, on va le faire tenir debout. Je vais construire des pattes avec des poteaux de 5 cm par 10 cm pour soutenir l'orignal. Comme ça, quand la voiture le heurtera, ses pattes valseront et le mannequin se comportera comme un vrai animal. C'est assez simple de fabriquer un cadre, mais supportera-t-il le poids considérable de Lucy? Très bien. Pas bouger. Eh oui, Super. J'adore. c'est pile à la bonne hauteur par rapport à son poids considérable. Lucy est debout, mais pas pour longtemps. Heureusement qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Je murmure à l'oreille des orignaux. Allez, qu'on amène les voitures. Adam et Jamie gèlent leurs jolies barbichettes sur un lac gelé de l'Alaska. Ils testent le mythe selon lequel une partie de chasse pourrait littéralement tomber à l'eau à cause d'un toutou zélé. Pour le premier test, c'est justement le cabot qui va entrer en action. Selon le mythe, les chasseurs ont pris un bâton de dynamite avec une mèche de 20 secondes. Il faut donc déterminer si un chien peut parcourir 38 mètres en partant à froid, attraper le bâton de dynamite et revenir ici en moins de 20 secondes. C'est ce que nous allons voir avec Rudy ici présent. Évidemment, pour ce test, on troque la dynamite contre une balle en caoutchouc. Mais c'est le même principe. Voici la ligne de départ. Le pylône d'arrivée est là-bas. Lance la balle plusieurs fois, je chronomètre. Tu la lances, il l'attrape au niveau du pylône et il revient. On verra combien de temps ça prend. Cela semble facile. Mais Rudy va devoir courir sur une surface glacée et glissante. Et il fait moins 30. Bon chien! On pourrait croire qu'il va ralentir au fil des essais. Mais il fait le même temps à chaque aller-retour. 16 secondes. Apparemment, le chien n'a pas de problème à attraper le bâton de dynamite et le rapporter dans le temps imparti. C'est conforme au mythe. Les éléments de ce mythe se vérifient un à un. C'est peut-être trop beau. Étape suivante. Essayez de trouer la glace à la dynamite Merci les gars! et faire couler cette voiture. Dans l'hypothèse où elle coulerait à pic, les Mythbusters fixent de lourdes chaînes au châssis. Jusqu'ici, ce mythe est plutôt bien parti. Le chien a bien fait son travail, mais maintenant tout va se jouer là-dessus. Si un bâton de dynamite ne suffit pas à couler la voiture, ce mythe est bidon. Revenons au mythe supposé faire disjoncter Adam et Jamie. C'est le deuxième jour du test de la fièvre noire. Notons qu'au milieu de l'hiver, en Alaska, le soleil se lève vers 10 h du matin. Bonjour, c'est le début de la journée. J'ai passé une nuit de sommeil assez agitée. J'ai fait des rêves très bizarres. J'ai rêvé que j'étais dans un avion qui allait s'écraser sur une rue de San Francisco. J'étais dans le cockpit et je disais à tous les voyageurs « Ne vous en faites pas, cet avion ne va pas vraiment s'écraser. Regardez, j'ai pas de pantalon. » Dans ces cas-là, ça prouve que c'est un rêve.
Carrie est déjà habillée, bien éveillée et en alerte. C'est le matin. Et la première chose étonnante, c'est que Jamie dort encore. Il se lève toujours super tôt. Il fait des étirements et il arrive à l'atelier vers 5 heures du mat. Par contre, Adam est déjà très actif. Jamie finit par se lever et par s'atteler au premier des 2 tests prévus. Le test cognitif sert à déterminer si les facultés mentales de nos cobayes faiblissent. Le test de salive sert à mesurer le stress. Cependant, pour obtenir une donnée fiable, il faut être totalement à jeun. J'y crois pas. Il boit un verre d'eau avant de passer le test. Ce test, tout comme beaucoup d'autres que nous ne montrerons pas, compte pour du beurre. Test de salive, 35. Au début du 2e jour. Apparemment, je suis encore détendu. Dommage qu'on ne puisse pas dire la même chose à propos de Carrie. Cela dit, la biométrique n'est pas le seul indicateur de stress ou de confusion. Hap Wurlitzer, le propriétaire de ces chalets, a bien failli perdre la boule au cours des longs hivers qu'il a passés ici. En Alaska, ça peut arriver à tout le monde, moi y compris. Quels sont les symptômes? On est à cran, irritable, on a un regard fou, on oublie des choses Qu'est-ce qu'il y a? et on dort plus longtemps que d'habitude. Maintenant, on connaît les signes avant-coureurs. Jamie est déjà affecté du symptôme numéro 4. De son côté, Adam ne tient pas en place. Quand on regarde Adam, on voit bien qu'il est agité. Ah, il prend le cintre. J'étais sûre qu'il ferait quelque chose avec. J'aurais fait pareil à sa place. Quand la situation est désespérée, on en arrive à des extrémités qu'on aurait voulu éviter. Adam fabrique un joli joujou grâce au seul matériau qu'il a sous la main, un cintre métallique. J'ai passé pas mal de temps à faire un petit tourniquet avec un des 2 cintres qu'il y avait dans l'armoire. Pendant ce temps, du côté de la cabine numéro 2, Jamie reste assis. Je crois que Jamie est complètement zen. Ça fait 1 heure qu'il n'a pas bougé. Avant la fin de la journée, nos 2 ermites trouvent le temps d'écrire dans leur journal intime, puis de refaire le test cognitif et le test de salive. 123? C'est dingue! Regardez ça. Laissons tomber le test de salive. Ils ont vraiment besoin de se détendre et de fermer l'œil. Alors que le soleil se couche, difficile de dire si l'un d'eux est atteint de fièvre noire. Eux disent que non, mais Carrie n'est pas convaincue. Elle sait que les images sont parlantes. Tori, Carrie et Grant ont passé plusieurs jours à réaliser un de leurs vieux rêves, fabriquer un gros orignal en caoutchouc, une femelle qu'ils ont appelée Lucie. Maintenant, ils vont commencer leurs expériences fracassantes sur un circuit spécialisé. Le point important du mythe, c'est la collision inévitable entre une voiture et un orignal. Mais si on peut encore freiner, il faut le faire. Voilà, c'est le point de non-retour. On va percuter l'animal et la question c'est de savoir s'il vaut mieux accélérer ou ralentir. On prend quoi comme vitesse? 70 km/h, ça vous paraît bien pour une route nationale? Parfait. Une barre de guidage fixée à une roue aidera la voiture à ne pas dévier. Grâce à un système de chaînes et de poulies, un camion le remorquera dans la direction opposée. On est venu faire nos expériences chez E-Tech, parce qu'ils font souvent ce genre de tests. Ils ont un système de remorquage avec un rapport de 2 contre 1, ce qui veut dire que le véhicule qui remorque va 2 fois moins vite que celui qui s'écrase. Il y a également un système de direction qui garantit que la voiture ne déviera pas et frappera l'orignal pile là où on le veut. Pour un test de résistance au choc, il faut toujours un mannequin. C'est la première fois qu'on utilise Buster dans sa fonction d'origine. C'est un moment historique. Il me faudrait un chiropracteur ou une clé à douille. Il faut qu'il s'étire. Buster est bien attaché. On peut passer au test numéro 1. Je trépigne d'impatience. On a fabriqué un orignal géant en caoutchouc et on va balancer des voitures dessus. C'est fabuleux.
C'est le test de référence. À 70 km/h à vitesse constante. Vous êtes prêts? On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà la voiture. 30 km/h. 30 km/h. 50 km/h. 50 km/h. 65 km/h. Regarde ça. 70. C'était parfait. Génial. Et l'orignal est encore en un seul morceau. Allons voir la bagnole. Ça ressemble exactement à celle qui s'est vraiment pris un orignal. C'est bon alors? Excellent. Excellent. Tori sait de quoi il parle. En Alaska, il est allé voir Gary Moog, un réparateur de voitures. En moyenne, chaque année, on lui apporte 12 voitures ayant percuté des orignaux. Ce n'est pas le pire que j'ai vu. J'ai vu de nombreuses fois des véhicules complètement détruits. Hélas, certains conducteurs perdent la vie dans l'accident. Là, c'est ce qui arrive dans le meilleur des cas quand on percute un orignal. C'est impressionnant. Vous avez vu ça? Tout le toit de la voiture est retroussé. Je ne sais pas comment le type a survécu. C'est un miracle. Apparemment, il s'est baissé sur le côté et l'animal lui est passé par-dessus. Il a dû avoir le choc de sa vie, en tout cas. Revenons en Californie, où le même genre de dégâts provoque la joie chez le trio. Il faut regarder de haut. Le pare-choc est un peu enfoncé. Mais à part ça, la bête est passée sur le capot, qui lui est intact. C'est splendide. La voiture a foncé sur l'orignal qui s'est envolé. Sa tête s'est détachée et elle est tombée plus loin. On a eu le résultat qu'on voulait. Et on va bien se marrer en regardant le ralenti, j'en suis sûre. La pauvre Lucie s'est tordue, mais pas de rire. De plus, son calvaire n'est pas fini. Les dégâts seront-ils moins importants si on accélère ou si on ralentit? Et combien de voitures vont finir à la casse dans cette histoire? Adam et Jamie se livrent une bataille psychique sans merci, enfermés dans 2 chalets. Celui qui remportera haut la main sera celui qui se mettra à parler à ses orteils. J'ai jamais aussi mal dormi de toute ma vie. Jamie a tout de suite déjeuné après s'être levé. Il n'a pas fait son test de salive, ce qui est un peu embêtant pour moi. Ça va mettre le bazar dans mes données. Soit il a oublié, soit il est complètement à côté de la plaque. De son côté, Adam n'est pas tout à fait lui-même non plus. Le voici avec une ration alimentaire de l'armée américaine. Pas vraiment apprécié par tous les gourmets de l'armée. Pour mon petit déjeuner, je vais manger un peu de jambalaya. Ce n'est pas vraiment un petit déj normal. Mais ça lui donnera peut-être l'occasion de tester les toilettes. Zut, j'ai oublié le tabasco. Charmant. La matinée avance. Soudain, alors que Jamie croyait ne manquer de rien, il s'aperçoit qu'une chose lui fait cruellement défaut. J'ai pas de café. Ça m'ennuie pas mal parce que si j'en avais, je serais beaucoup plus actif et j'aurais moins envie de roupiller. Ce n'est sûrement pas très passionnant de me voir dormir. Mais j'y peux rien. Adam et Jamie ont presque tout testé dans le mythe concernant le chien porteur de dynamite. 16 secondes. Il ne reste plus qu'à voir si un bâton de dynamite peut faire un trou dans la glace et faire couler cette voiture, qui a le même poids que celle du mythe. Avec le phénomène de réflexion, l'explosion a des chances de rebondir en dessous du 4x4 et d'aller vers la glace, qui est assez fragile. Je ne pense pas que ça va marcher, mais on ne sait jamais. C'est l'heure de vérité. On va placer un bâton de dynamite sous ce 4x4 et voir ce qui se passe. Génial! Jusqu'ici, tout porte à croire que ce mythe est plausible. Là, c'est le dernier élément à vérifier. Frank, t'as un bâton de dynamite pour nous? Tiens, prends-le. C'est un vrai. Il est rouge et tout. Parfait. Couvrez-vous les oreilles. Heureusement que vous n'êtes pas sur ce lac.
Voici ce qui se passe quand les Mythbusters jouent avec de la dynamite. Attention à l'explosion! Presque rien. Il y a une éraflure dans la glace, la voiture n'a pas coulé et ce mythe est déclaré bidon. J'ai vu une craquelure ici, mais c'est tout. À part ça, rien du tout. Le chien aurait sans doute péri, mais le camion n'aurait rien eu. La couche de glace sur laquelle on se trouve est d'une épaisseur moyenne pour un lac gelé praticable en voiture. D'après ce qu'on vient de voir, ce mythe est bidon. Mythe bidon. Pourtant, on n'en a pas encore fini avec lui. Les Mythbusters ont fait un long chemin pour venir ici dans le froid et ils veulent voir la voiture couler. Avec 10 kilos de dynamite fourrée dans ces cônes de signalisation, ça devrait très bien se passer. À ce que je vois, ce lac est infesté de taupes des glaces. Ces pestes se rassemblent souvent autour des véhicules et les grignotent par en dessous. Il n'y a qu'un moyen de s'en débarrasser, en les faisant sauter. Attention à l'explosion! Attention à l'explosion! Attention à l'explosion! 3, 2, 1. Bye bye. C'est une véritable éruption de glace. La neige se répand partout dans un nuage épais. Quand il est dissipé, la voiture n'est plus là. Où est le 4x4? Je ne le vois plus. Il a disparu. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a fait péter le camion ou ça l'a coulé? Je vois quelques pièces du camion, mais pas de gros morceaux. Il a dû couler. À 99%, il est sous l'eau. On tire sur la chaîne? D'accord. Le lac se remet à geler très vite après l'explosion, prenant tout le monde de court. Adam et Jamie ne savent pas avec certitude où la voiture est passée, mais en tirant un peu sur la chaîne, ils voient qu'ils ont une prise de 2 tonnes. Je pense qu'on va avoir encore besoin de beaucoup d'explosifs pour sortir le camion de la glace. C'est sûr. Si on a réussi à l'enfouir avec une explosion, on le sortira comme ça. Pas bête. Et ils sont sérieux. Pour récupérer la voiture, il va falloir à nouveau faire sauter la glace. On n'a pas pu filmer après la tombée de la nuit, mais le véhicule a bien été remonté. Les Mythbusters ont laissé ce beau lac tel qu'il était, ont fait la lumière sur un mythe et ont épargné le chien, bien sûr. Adam et Jamie ne le savent pas, mais la fin de l'expérience n'est qu'à quelques heures. D'après ce que l'on voit sur les écrans, ce n'est pas trop tôt. Le soleil est haut dans le ciel et il fait un temps splendide. Je ne sais pas si la nuit va tomber ou si le jour vient de se lever. J'ai déjà perdu toute notion du temps. Voici ce qui s'est passé jusqu'ici. Ils se sont ennuyés, ils ont dormi, ils ont fait de la gym, ils sont retournés dormir. J'ai fait la sieste le premier jour parce que je pouvais le faire. C'est génial de se lever et de se coucher quand on veut. Comme ils ont bu juste avant de faire les tests de salive, ils ont tous les deux anéanti tout espoir de disposer de données concernant le stress. Je viens de faire un somme. Et mon facteur de stress est à 94. Regardez. Oui, c'est ça. Pendant ce temps, Jamie a décidé de convoquer une convention à lui tout seul et de rédiger une nouvelle constitution des États-Unis. Pour de vrai. Ça a commencé le jour où on a vu des t-shirts marqués Savage et Heinemann 2008. La première chose qu'on fera, ce sera de forcer les politiciens à se reconvertir dans l'agriculture. Après, on reprendra tout depuis le début et on essaiera de mettre au point un système qui fonctionne vraiment, en trouvant des dirigeants qui ne soient pas illettrés, par exemple. Ce test touche à sa fin. Carrie est bien contente que ça se termine.
Adam est irritable et il a la bougeotte. Il n'arrête pas de faire les 100 pas. Tous les deux oublient des choses. Ils ne font pas leurs tests, ils les font mal ou ils les oublient. Et enfin, ils dorment énormément. C'est quasiment de l'hibernation. C'est peut-être bien ça, les symptômes de la fièvre noire. J'en ai assez vu. Je vais les faire sortir. T'en as assez? Ça a assez duré. Ce n'était pas du tout reposant, contrairement à ce que j'avais pensé. Comment Jamie a-t-il supporté sa propre présence? Le pire, c'était le début. Je n'avais vraiment pas envie de me retrouver dans une pièce complètement isolée, sans les distractions auxquelles on est habitué. Ce n'est pas facile. Tu en as assez? Non, je commençais juste à rentrer dans le truc. Je ne sais pas ce que ça prouve. Et j'avais du mal au début. Mais finalement, je m'y suis fait. Le silence me pesait. Ma femme me manquait. Je ne me suis pas ennuyé, mais je me suis senti vraiment seul. La vraie question est, l'un des deux y a-t-il laissé sa santé mentale déjà frêle? Les tests cognitifs trop constants ne prouvent rien et les tests de salive sont inutilisables. Cependant, Carrie a pensé à guetter les signes avant-coureurs décrits par Rapp. Qu'est-ce qui me prend? Irritabilité, Le matelas était horrible. oubli, regard fou et sommeil excessif. Une sieste l'après-midi, une sieste le matin. J'adore oublier. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? D'après ce que j'ai observé, tu as présenté 4 symptômes de la fièvre noire sur 4. Et toi, 1. C'est un robot. On avait fait un long voyage, j'étais crevé. On dit plausible? Plausible. D'accord, plausible. Je peux retourner dans ma chambre? La fièvre noire peut donc vous rendre dingue. Mythe plausible. Pas de doute là-dessus. Une rencontre entre un orignal de taille moyenne et une voiture de taille moyenne ne peut que mal finir. Vous êtes en train de conduire tranquillement. Et tout d'un coup, un orignal débarque devant vous. Pas le temps de l'éviter, l'impact est inéluctable. Est-ce qu'il vaut mieux accélérer à ce moment-là ou freiner? Certains disent qu'il vaut mieux accélérer. Mais d'abord, nous allons recréer cet accident en ralentissant. Grant a installé un système de freinage télécommandé aussi efficace que le pied d'un humain paniqué. Sachant qu'à 70 km/h, il faut 20 mètres à la voiture pour s'arrêter, les Mythbusters comptent activer le frein et l'accélérateur dans l'expérience suivante, quand la voiture sera à 9 mètres de l'orignal factice. Buster jette l'éponge cette fois-ci. Son cousin Ted le remplace au volant. Bon courage. Les conditions de freinage ne sont pas les mêmes sur une route que sur la neige ou sur la glace. Mais on peut supposer qu'un conducteur sain d'esprit n'irait pas aussi vite dans des conditions vraiment effroyables. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. On est prêt. Très bien. Grant freinera 9 mètres avant l'impact. Vous êtes prêts? Prêt. Dans 3, 2, 1, on y va. La voilà. On est à 70 à l'heure. Elle l'a eu! Super. C'est fou, non? La voiture a pilé parfaitement. Encore un pare-brise détruit. Pourtant, cette fois-ci, il faut bien admettre que les dégâts sont moins importants. Le conducteur a peut-être pu sauver sa peau. Pour ce test-ci, où on a freiné brutalement juste, génial, le véhicule est moins endommagé. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter de rentrer dans un orignal. Malgré cela, si j'étais au volant, j'essaierais de freiner. Cela dit, on a également pu constater que l'animal atterrissait plus haut sur la voiture lorsqu'elle va plus vite. Peut-être qu'il y a du vrai dans ce mythe après tout. Grant, Carrie et Tori ont déjà propulsé 2 voitures contre Lucy, leur orignal chéri, et ils n'en sont qu'à la moitié.
On est au cœur du problème. Voilà la substance du mythe. C'est clair. On va foncer à 70 km/h vers la bête et 9 mètres avant la collision, on va accélérer et voir ce que ça donne. On pourra déterminer si ça fait une différence quand on accélère ou qu'on ralentit avant de percuter un orignal. C'est quoi ton pronostic? Je pense qu'on va bien amocher et l'animal et la voiture. On remet Lucie en place pour le grand final. Comme au premier jour. Et on remet le brave Ted derrière le volant. Allez, on se réveille. Brian, le conducteur du pick-up, est chargé d'accélérer. Test avec accélération, c'est parti. Oui, on est prêt. 3, 2, 1, partez. 15 km/h. 30 km/h. 65 km/h. 70. Accélère. C'était trop bien. T'as vu comme l'orignal est monté haut? Plus haut que dans tous les autres tests. Un bel accident. T'as vu tout ce verre brisé par terre? Au point d'impact, la voiture allait à 82 km/h. Regardez ça. La lunette arrière a été anéantie. La bestiole est passée plus haut que dans tous les autres tests. Mais la voiture n'en a pas réchappé. Les montants latéraux sont enfoncés et le toit est retroussé comme une boîte de sardines. Regardez ça. Le milieu de la voiture est complètement enfoncé. C'est allé jusqu'à la banquette arrière. Elle est naze. Alors vous en pensez quoi? Ça n'a pas l'air très intelligent d'accélérer. Sauf si on veut bousiller encore plus sa bagnole. Logique, quand on accélère, l'impact est plus puissant. Plus on va vite, plus il y a d'énergie. C'est insensé. C'est bidon. Bidon. C'est foutu comme ces voitures. C'est donc bidon. Mais après tout, il s'agit de voitures de taille moyenne. Et si on en conduit une plus basse? Comme le toit est aussi plus bas, Lucie passera peut-être par-dessus. Carrie a quand même sa petite idée. Je pense que les gens regardent trop la télé. Ils ont une conception de la physique héritée des dessins animés de Bip Bip et le coyote. Avant de tomber dans le vide, le coyote reste toujours suspendu un instant en l'air. Du coup, on se dit, l'orignal se fait percuter, il reste en l'air avant de tomber, c'est pas possible. Cette fois-ci, les instructions de Brian sont on ne peut plus simples. Accélérer tout du long. Expérience à pleine vitesse. On y va à fond, à fond. Test avec coupé, c'est parti. Vas-y, Brian. Le voilà. Elle va tellement vite qu'il y a des étincelles. C'était super rapide. La voiture a atteint les 120 km/h. Lucie a eu les pattes arrachées. La voiture est encastrée. Ted a rejoint le paradis des mannequins. Et ce mythe est doublement bidon. L'impact a été tellement puissant qu'il a arraché les oreilles et les bois de notre orignal. C'est dingue! Quoi que vous fassiez, l'orignal atterrit sur la voiture. Dans tous les cas, c'est la cata. Maintenant, j'ai davantage de respect pour les orignaux. J'espère que je n'en croiserai jamais un sur la route. Si c'est le cas, je n'essaierai pas d'accélérer pour lui dégommer les pattes. Les résultats sont éloquents. Sauf si l'orignal que vous percutez est d'une souplesse hors du commun, vous ne vous en sortirez pas en accélérant. Mythe bidon.